Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un sujet dont j'ai eu l'idée en faisant ma dernière vidéo, les 10 histoires vraies les plus mystérieuses. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Et dans cette vidéo, j'avais parlé de l'histoire mystérieuse de D.B. Cooper. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'individu ne se prénommait pas D.B. Cooper, mais Dan Cooper, et qu'en fait il y avait eu une erreur due à un journaliste. Ça m'a fait réfléchir un peu et je me suis interrogé sur ces fameuses erreurs, notamment dans l'histoire, ces sortes de mensonges, pour utiliser un terme un peu fort. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses qui étaient potentiellement erronées dans l'histoire? Et pour cette première vidéo, je me suis dit pourquoi pas s'attaquer directement à un gros morceau, notre histoire, l'histoire française. Vous verrez, on va voir des choses qui ne sont pas alors forcément toujours que des gros mensonges, comme on peut l'entendre, mais plutôt des choses erronées, arrangées, pour l'histoire française. Vous allez voir des sujets dont vous avez forcément entendu parler. J'espère en tout cas vous apprendre des choses ou en tout cas corriger peut-être des choses que vous pensiez connaître. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez-moi sur Instagram AkenTV, je vous le mets juste ici pour que vous soyez sûr de l'orthographe. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour corriger nos connaissances sur l'histoire française. Quand la guerre se termine en 1945, la France doit se relever d'un cauchemar. Les villes portent encore les traces des bombardements. Les familles comptent leurs morts, leurs absents, leurs prisonniers, leurs déportés. Dans les rues, les affiches ont changé, les uniformes ennemis ont disparu, mais quelque chose demeure. Une question impossible à regarder en face. Qu'a vraiment fait la France pendant l'occupation? Pendant des années, la réponse officielle, ou du moins la plus confortable, va tenir en une image presque sacrée. Celle d'un pays qui aurait résisté, une France debout, clandestine, courageuse, une France unie derrière ses maquisards, ses réseaux secrets, ses sabotages, ses messages codés, ses journaux imprimés dans l'ombre, une France qui, malgré la défaite, n'aurait jamais vraiment accepté l'humiliation. Et oui, cette France a existé, des hommes et des femmes ont pris des risques immenses, certains ont distribué des tracts, caché des familles, transporté des faux papiers, organisé des évasions, saboté des lignes de chemin de fer. D'autres ont rejoint les maquis, ont vécu dans les bois, traqués par l'occupant, la Gestapo, la milice, parfois dénoncés par leurs propres voisins. Beaucoup ont été arrêtés, torturés, déportés, voire exécutés. Mais le mensonge ne se trouve pas dans l'existence de la résistance. Il se trouve dans l'idée qu'elle aurait représenté toute la France. Après la libération, le pays a besoin de se reconstruire, politiquement, moralement, presque psychologiquement. Il faut recoller les morceaux d'une nation humiliée par la défaite de 1940, coupée en deux, occupée, surveillée, administrée en partie par un régime né de sa propre défaite. Il faut refaire un récit commun, une histoire supportable, une histoire qui permette aux Français de continuer à vivre ensemble. Alors, peu à peu, une mémoire s'impose, celle d'une France majoritairement résistante, d'un peuple qui aurait subi Vichy plus qu'il ne l'aurait accepté, d'une nation dont le vrai visage aurait été celui de Londres, du maquis et de la clandestinité. Le problème, c'est que la réalité était beaucoup plus trouble. Entre 1940 et 1944, la France n'est pas simplement un pays occupé par l'Allemagne, elle est aussi un pays dirigé, depuis Vichy, par un régime français, un régime qui collabore, un régime qui administre, qui surveille, qui arrête, qui exclut, un régime qui ne se contente pas toujours d'obéir, parfois il anticipe, organise et participe. Et à côté de ceux qui résistent, il y a ceux qui collaborent, ceux qui dénoncent, ceux qui profitent, ceux qui ferment les yeux, qui s'adaptent, qui attendent de voir qui va gagner. C'est là que l'image d'une France entièrement héroïque commence à se fissurer, car l'occupation n'a pas seulement produit des héros et des traîtres, elle a produit une immense zone grise, une population épuisée, affamée, surveillée, parfois terrorisée, souvent préoccupée d'abord par sa propre survie. Certains ont résisté très tôt, d'autres beaucoup plus tard. Certains ont collaboré par conviction, d'autres par intérêt, par peur ou par opportunisme. Et une immense partie du pays a simplement tenté de traverser la tempête sans être emportée. Mais après la guerre, cette zone grise est difficile à raconter. Elle est sale, inconfortable, elle oblige à regarder les compromissions, les lâchetés, les silences. Elle oblige à reconnaître que l'ennemi n'était pas seulement dehors, en uniforme allemand. Parfois il parlait français, portait un brassard français, il occupait un bureau français et il signait des papiers français. Alors le récit national préfère autre chose. Il préfère les images puissantes. Paris libéré, les drapeaux aux fenêtres, De Gaulle descendant les Champs-Élysées, les résistants sortant de l'ombre et les foules acclamant la victoire. Ces images ne sont pas fausses, mais elles deviennent écrasantes, elles finissent par recouvrir tout le reste.
Dans cette mémoire reconstruite, Vichy devient presque une parenthèse étrangère, une anomalie, une trahison séparée du vrai pays. Comme si la France réelle avait été ailleurs, cachée dans les caves, les forêts, les réseaux clandestins. Comme si la République avait dormi pendant 4 ans avant de se réveiller intacte à la libération. Mais l'histoire, elle, ne fonctionne pas comme un montage de cinéma. Vichy n'était pas un décor fantôme, c'était une administration avec des lois, une police, des fonctionnaires, des tribunaux, des fichiers. C'était un État qui continuait à fonctionner, même défiguré. Et dans certains épisodes, cette réalité devient impossible à contourner. La rafle du Veldiv, en juillet 1942, en est l'un des symboles les plus sombres. Pendant longtemps, cet événement reste en marge du grand récit national. On parle de la déportation, des crimes nazis, mais on évite de regarder frontalement la participation française. On évite de dire que l'arrestation de milliers de juifs à Paris n'a pas été menée uniquement par des soldats allemands. On évite de dire que des policiers français ont participé à l'opération et que l'administration française a eu un rôle concret et matériel dans la persécution. Et ce silence va durer des décennies. C'est peut-être là que le mensonge devient troublant. Il ne s'agit pas d'un simple fait mal compris, il s'agit d'une mémoire entière qui sélectionne ce qu'elle accepte de montrer, d'un pays qui honore ses héros, mais qui met beaucoup plus de temps à regarder ses responsabilités. Ce n'est qu'avec le travail des historiens, les témoignages, les films, les débats publics, puis les reconnaissances officielles que cette mémoire commence vraiment à se fissurer. La France découvre ou accepte enfin de voir que son passé n'est pas uniquement celui de la résistance, il est aussi celui de Vichy, de la collaboration, des lois antisémites, des rafles, des dénonciations, de la peur et du compromis. Ce qui ne retire rien, évidemment, au courage des résistants. Au contraire, cela rend leur courage encore plus fort, parce qu'ils n'étaient pas portés par tout un pays unanimement dressé derrière eux. Ils avançaient souvent seuls, minoritaires, entourés d'indifférence et d'hostilité. Ils ne vivaient pas dans une France déjà héroïque, ils vivaient dans une France fracturée, occupée, surveillée où chaque geste pouvait coûter la liberté ou la vie. La vérité est donc plus dure que le mythe. La France n'a pas été entièrement résistante, elle n'a pas été entièrement collaboratrice non plus. Elle a été traversée par toutes les nuances possibles d'un pays en guerre. L'héroïsme, la lâcheté, l'attente, la peur, l'opportunisme, le sacrifice, la honte. Mais pendant longtemps, la mémoire collective a préféré retenir une version plus simple. Une France presque unanimement debout. Une France qui aurait résisté à travers quelques figures capables d'incarner tout un peuple. Une France où Vichy aurait été une parenthèse et non une part de l'histoire nationale. C'est ce récit-là qui a rassuré l'après-guerre. C'est ce récit-là qui a aidé à reconstruire le pays. Mais c'est aussi ce récit qui a repoussé dans l'ombre une partie des victimes, une partie des responsabilités et surtout une partie des responsabilités et surtout une partie de la vérité. Et c'est peut-être pour ça que ce mensonge est aussi puissant, parce qu'il n'a pas été inventé pour tromper, il a été construit pour survivre. Il y a des moments qui finissent par devenir plus grands que leur propre réalité. Dans l'histoire de France, l'appel du 18 juin fait partie de ces instants sacrés. Un homme seul, debout à Londres, face à un micro de la BBC. La France est écrasée, le gouvernement demande l'armistice. L'armée allemande avance, et dans ce chaos, une voix refuse la défaite. Aujourd'hui, l'image est presque gravée dans la mémoire nationale. Charles de Gaulle parle, la France l'entend, et quelque chose bascule. Mais la réalité est beaucoup plus étrange. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle n'est pas encore le monument que l'on connaît. Ce n'est pas encore l'homme des Champs-Élysées, ni le libérateur, ni le fondateur de la Ve République. Pour une immense partie des Français, c'est un général presque inconnu, récemment nommé sous-secrétaire d'État à la guerre, parti à Londres au moment où le pays s'effondre. La veille, le 17 juin, le maréchal Pétain annonça à la radio qu'il faut cesser le combat. Pour beaucoup de Français, c'est une voix familière, respectée et presque paternelle. Pétain, le vainqueur de Verdun, l'homme que l'on associe encore à la Grande Guerre, au sacrifice, à la protection. Quand il parle, le pays écoute. De Gaulle, lui, n'a pas encore cette autorité. Il est à Londres, dans l'urgence, entouré de quelques soutiens, dépendant de la radio britannique pour se faire entendre. Il veut répondre à l'effondrement, refuser l'idée que la guerre est terminée, dire que la France n'est pas seule, que l'Empire, l'Angleterre, l'industrie américaine, les forces encore disponibles peuvent permettre de continuer le combat. Le soir du 18 juin, il prend donc la parole sur les ondes de la BBC. Mais contrairement à l'image populaire, la France entière n'est pas suspendue à son poste de radio. Le discours est diffusé tard, vers 22 h. Beaucoup de Français ne l'entendent pas. Certains n'ont pas accès à la BBC. D'autres ne savent même pas qui parle. Le pays est en plein exode. Des routes entières sont saturées de familles, de charrettes, de voitures, de soldats perdus, de civils qui fuient l'avancée allemande. Dans les maisons,
les campagnes, dans les villes occupées ou menacées, la priorité n'est pas encore d'écouter une voix inconnue venue de Londres. C'est de survivre, de comprendre où sont les proches, de trouver à manger, de ne pas être pris sous les bombardements. L'appel du 18 juin existe bien, mais son écho immédiat est faible. Il est repris par certains journaux le lendemain, des passages sont rediffusés, le message circule. Pourtant, sur le moment, il ne provoque pas ce basculement massif que l'imaginaire collectif a fini par projeter sur lui. Il ne transforme pas instantanément des millions de Français en résistants. Il ne déclenche pas d'un seul coup la France libre. Ce qui se passe est beaucoup plus lent. Quelques hommes, quelques femmes, quelques soldats, voire quelques marins, quelques fonctionnaires, quelques Français déjà hors du territoire ou prêts à tout quitter vont répondre à cet appel. D'autres le découvriront plus tard. Beaucoup n'en entendront parler qu'après coup. Et certains, pendant longtemps, ne verront en De Gaulle qu'un dissident, un inconnu, peut-être même un traître aux yeux du régime de Vichy. Et c'est là que le mythe commence à se construire, car l'appel du 18 juin n'est pas seulement un discours, c'est un point de départ, une graine jetée dans le noir au moment où tout semble perdu. Sur le moment, elle ne ressemble presque à rien, mais avec le temps elle grandit. Elle devient un symbole, un acte fondateur, puis une scène presque cinématographique, celle où la résistance française naît dans la voix d'un seul homme. Et le plus troublant, c'est qu'il ne reste même pas d'enregistrement original de ce discours. La voix que beaucoup croient connaître, celle qu'on entend parfois dans les documentaires, n'est pas celle du 18 juin. L'enregistrement de ce premier appel n'a pas été conservé par la BBC. Ce que l'on entend souvent correspond à des allocutions ultérieures, notamment celle du 22 juin. Quant à l'affiche célèbre à tous les Français, souvent associée au 18 juin, elle ne correspond pas non plus exactement au discours radiophonique prononcé ce soir-là. Elle appartient à une autre étape de la construction du message gaullien. Autrement dit, l'un des discours les plus célèbres de l'histoire de France est aussi l'un des plus absents. Pas d'enregistrement sonore original, peu de traces immédiates, un texte connu par manuscrit, par version publiée, par mémoire, par reconstruction. Une scène devenue mythique, mais dont la réalité matérielle est beaucoup plus fragile que l'image nationale qui l'entoure. Et pourtant, c'est précisément cette fragilité qui rend l'événement fascinant. Parce que le mensonge ici n'est pas que De Gaulle n'aurait pas parlé, il a bel et bien parlé. Il a refusé la défaite, il a posé les bases d'une France qui continuerait la guerre. Le mensonge, lui, est ailleurs, dans l'idée que ce moment aurait été immédiatement reconnu comme historique par tout un peuple. En réalité, l'histoire ne se vit presque jamais comme elle se raconte ensuite. Le 18 juin 1940, il n'y a pas encore de monument. Pas encore de cérémonie, pas encore de phrases apprises dans les écoles ou d'images sacrées. Il y a un pays vaincu, un gouvernement qui bascule vers l'armistice, une population dispersée et quelque part à Londres, un général encore peu connu qui parle dans un micro. Ce soir-là, la France ne se lève pas d'un seul bloc, mais une autre France commence à exister. Une France minuscule au départ, presque invisible. Une France sans territoire, sans armée puissante, sans certitude. Une France qui ne tient encore qu'à quelques mots, à quelques hommes, à quelques refus. Puis, après la guerre, ce moment devient indispensable. Il offre au pays une origine pure, claire, héroïque. Un instant où la France aurait dit non. Un instant qui permet de raconter la résistance comme une flamme allumée dès le premier jour, au lieu de montrer la lenteur, les hésitations, les ambiguïtés et les fractures. L'appel du 18 juin est donc à la fois réel et mythifié. Réel parce qu'il marque le refus d'un homme de considérer la défaite comme définitive, mythifié parce qu'on lui a donné, après coup, une puissance immédiate qu'il n'avait pas encore. Et c'est peut-être ce qui le rend aussi fort. Ce n'est pas le discours entendu par toute la France, c'est le discours que la France a eu besoin de placer à l'origine de sa propre résurrection. Dans l'imaginaire français, la Bastille est plus qu'un bâtiment. C'est une silhouette sombre, massive, écrasante. Une forteresse au cœur de Paris. Des murs épais, des tours de pierre, des cachots humides. Des prisonniers oubliés dans l'obscurité. Pendant des générations, on l'a retenu comme l'un des symboles les plus puissants de l'arbitraire royal. Un lieu où les pouvoirs pouvaient faire disparaître un homme sur ordre, sans procès, sans défense, sans retour. Alors, quand le peuple de Paris prend la Bastille le 14 juillet 1789, l'image paraît presque évidente. Le peuple en colère brise les chaînes. La révolution libère les victimes du despotisme. La forteresse tombe et avec elle, tout un monde ancien commence à s'effondrer. Mais la réalité concrète de ce jour-là est beaucoup plus étrange. Car au moment où la Bastille est prise, cette prison terrifiante ne contient presque plus personne. 7 prisonniers seulement. Pas une foule de martyrs politiques, pas des dizaines d'opposants enfermés dans des cellules souterraines, pas une armée de victimes attendant d'être rendues à la lumière. 7 hommes dans une prison déjà beaucoup moins centrale qu'autrefois et dont la destruction était même envisagée avant la Révolution. Ce détail à lui seul fissure l'image populaire. La Bastille n'était pas vide de sens, mais elle était presque vide de prisonniers. Ce que les Parisiens viennent chercher ce jour-là, ce n'est pas seulement la libération d'hommes enfermés, c'est surtout de la poudre, des armes, une capacité à se défendre. Depuis plusieurs jours,
Paris est en ébullition. Le renvoi de Necker, les tensions autour des états généraux, la concentration de troupes autour de la capitale, la peur d'une répression imminente, tout donne l'impression que quelque chose va exploser. Le matin du 14 juillet, les insurgés se rendent d'abord aux Invalides. Ils y récupèrent des milliers de fusils, mais des fusils sans poudre ne suffisent pas. Et la poudre se trouve à la Bastille. À partir de là, la forteresse devient un objectif militaire autant qu'un symbole politique. La foule se masse devant les portes. On négocie. On réclame les munitions, la tension monte au fur et à mesure, les heures passent, puis tout bascule dans la violence. Les coups de feu partent, des hommes tombent, la forteresse, qui n'est plus réellement l'enfer carcéral que l'imaginaire décrira ensuite, devient soudain le théâtre d'un affrontement sanglant. Et quand elle tombe, ce n'est pas seulement une prison que l'on prend, c'est une image que l'on abat. Le gouverneur de la Bastille, Bernard-René Delaunay, est capturé puis tué. Sa tête est portée au bout d'une pique dans les rues de Paris. La forteresse est rapidement démolie, ses pierres deviennent des souvenirs, des reliques, presque des trophées révolutionnaires. Le peuple ne se contente pas de s'emparer du bâtiment, il le transforme en mythe et c'est là que le mensonge commence. Pas dans l'événement lui-même, la prise de la Bastille a bien eu lieu. Elle est violente, décisive et spectaculaire. Elle marque un tournant de la Révolution française et provoque une onde de choc jusqu'à Versailles. Mais le récit qui va s'imposer ensuite simplifie tout. Il transforme une opération confuse, politique, militaire et symbolique en une scène limpide, le peuple libérant les prisonniers du roi. Or, cette image est incomplète. La Bastille était redoutée, mais son horreur avait aussi été amplifiée dans les années précédentes. D'anciens détenus avaient publié des récits très sombres, parfois exagérés, qui nourrissaient déjà l'imaginaire populaire. Dans les esprits, elle était devenue plus grande que sa réalité. Elle incarnait tous les abus de pouvoir, toutes les lettres de cachet et toutes les vies brisées dans le silence des murs. Peu importait alors qu'elle ne contienne que 7 prisonniers, car ce que les Parisiens attaquent, ce n'est pas uniquement ce qu'elle est en 1789, c'est ce qu'elle représente, et c'est précisément ce qui rend l'histoire aussi puissante. Un bâtiment presque dépassé, partiellement vidé de sa fonction première, devient le symbole absolu d'un régime qui s'effondre. Une prison qui ne contient presque personne devient, dans la mémoire nationale, la grande prison du peuple opprimé. Une opération menée aussi pour récupérer de la poudre devient le grand récit d'une libération. La vérité historique n'enlève rien à la force de l'événement. Au contraire, elle le rend plus troublant, parce qu'elle montre qu'une révolution ne naît pas seulement de ce qui se passe réellement, elle naît aussi de ce que les peuples croient voir, d'une accumulation de peur, de colère, d'images, de rumeurs, de symboles. La Bastille, en juillet 1789, était peut-être moins remplie de prisonniers que de fantasmes politiques, mais ces fantasmes avaient une puissance immense. Ils étaient assez forts pour attirer une foule devant ses portes, assez forts pour transformer un bâtiment en ennemi, assez fort pour faire d'une forteresse presque obsolète le décor fondateur de la Révolution française. Aujourd'hui encore, le 14 juillet reste l'une des dates les plus importantes du pays. On ne célèbre pas seulement la chute d'un bâtiment, on célèbre l'instant où le pouvoir cesse de paraître intouchable, l'instant où une foule découvre qu'un symbole peut mourir. Mais derrière la légende, la réalité demeure, elle est toujours là. Le jour où la France raconte que le peuple a libéré la grande prison du roi, il n'y avait presque personne à libérer. Et pourtant, c'est peut-être parce que la Bastille contenait si peu de prisonniers qu'elle a pu, dans un sens, contenir autant de mythes. Il y a des phrases qui ne décrivent pas seulement une personne, elles la condamnent. Pour Marie-Antoinette, cette phrase tient en quelques mots devenus si célèbres qu'il semble presque impossible à effacer de l'histoire. Qu'il mange de la brioche. Dans l'imaginaire collectif, la scène est parfaite. Le peuple manque de pain, la faim gagne les rues, les familles comptent les morceaux, les prix montent, la colère approche. Et pendant ce temps, à Versailles, une reine étrangère, coiffée, poudrée, entourée de luxe, aurait répondu avec une indifférence presque monstrueuse, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. En une phrase, tout paraît résumé. La distance entre le palais et la rue, le mépris des puissants, l'aveuglement d'une cour enfermée dans ses dorures pendant que le pays s'effondre. Il n'y a même plus besoin d'expliquer la révolution, cette scène suffit. Une reine, du pain, de la brioche et un peuple affamé. Sauf que cette scène est probablement fausse. Aucune preuve solide ne permet d'attribuer cette phrase à Marie-Antoinette. La formule existait déjà avant qu'elle ne devienne le visage honni de la monarchie. Elle apparaît notamment chez Rousseau dans Les Confessions, attribuée à une grande princesse jamais nommée. Et lorsque Rousseau rédige ce passage, Marie-Antoinette est encore une enfant. Elle n'est pas la reine de France, elle n'est même pas encore arrivée à Versailles. L'association avec elle viendra plus tard, portée par la rumeur, les récits politiques et la puissance d'un symbole trop efficace pour disparaître. Mais si la phrase a survécu, ce n'est pas par hasard. Elle a survécu parce qu'elle tombait sur un terrain déjà brûlé. Marie-Antoinette n'a jamais été une reine comme les autres dans l'opinion française.
Avant même que la Révolution ne la transforme en ennemi public, elle porte déjà une image lourde, celle de l'Autrichienne, une princesse venue d'ailleurs, issue d'une puissance longtemps perçue avec méfiance, mariée à l'héritier du trône de France pour des raisons diplomatiques. À Versailles, elle est observée. Dans Paris, elle est commentée. Dans les pamphlets, elle devient une cible. Peu à peu, tout ce qui la concerne prend une dimension politique. Ses robes ne sont plus seulement des robes, ses fêtes ne sont plus seulement des fêtes, ses amitiés aussi ne sont plus seulement des amitiés. Même ses refuges privés comme le Petit Trianon deviennent dans l'imaginaire populaire le décor d'un caprice royal, d'une reine qui se retirerait dans un monde à part pendant que le royaume s'enfonce dans la crise. La réalité est plus complexe, mais l'opinion n'a pas besoin de complexité, elle a besoin d'images, et Marie-Antoinette devient une image, celle du luxe, de l'étranger, de la frivolité, celle d'une cour qui danse au bord du précipice. À mesure que la crise financière s'aggrave, que le prix du pain devient une obsession quotidienne, que la colère monte contre les privilèges, son nom absorbe une partie de la haine dirigée contre tout l'ancien régime. On lui prête des dépenses extravagantes, des intrigues, des amendes, des complots, des trahisons. Des libellés circulent, parfois obscènes, souvent violents, conçus pour la salir, l'isoler, la transformer en menace politique et morale. Son image est tellement travaillée par la rumeur et la fiction qu'elle finit par se détacher de la personne réelle. À ce moment-là, qu'il mange de la brioche devient l'arme parfaite. Parce que la phrase ne demande aucun effort, elle raconte tout en une seconde. Elle permet de voir la reine comme le peuple veut la voir. Inaccessible, froide, incapable de comprendre la fin. Elle transforme une crise économique, sociale et politique immense en une scène simple, presque théâtrale. En bas, le peuple sans pain. En haut, une reine qui ne comprend même pas ce que signifie manquer de l'essentiel. Peu importe alors qu'elle ne l'ait probablement jamais dite, la phrase est trop utile. Elle colle trop bien au personnage que ses ennemis ont déjà fabriqué. C'est là que le mensonge devient troublant. Il ne fonctionne pas parce qu'il est crédible au sens strict, il fonctionne parce qu'il est symboliquement parfait. Il offre un raccourci émotionnel, une preuve facile, une formule que tout le monde peut répéter, une accusation que personne n'a besoin de vérifier. Avec le temps, Marie-Antoinette n'est plus seulement une reine impopulaire, elle devient une caricature historique. Une femme résumée à des perruques, des diamants, des dépenses, des fêtes, et une phrase qui n'est probablement pas d'elle. Son procès dans la mémoire collective commence bien avant son procès réel. Avant même la guillotine, elle est déjà condamnée par l'image. Et c'est peut-être cela le plus violent. Car Marie-Antoinette a bien vécu dans un monde de privilèges extrêmes. Elle a bien incarné, malgré elle et parfois par elle-même, une monarchie coupée d'une partie du pays. Elle n'est pas une victime innocente de toute critique, mais entre critiquer une reine et lui attribuer une phrase fausse pour en faire le symbole absolu du mépris social, il y a une différence. L'histoire pourtant a souvent préféré la phrase à la nuance. Encore aujourd'hui, quand son nom apparaît, la brioche revient presque immédiatement. On peut rappeler Rousseau, l'absence de preuves, les attributions tardives, les rumeurs anciennes qui circulaient déjà avant elle. Mais la légende résiste, parce qu'elle est plus simple que la vérité, plus frappante, plus facile à raconter. Et c'est exactement pour cela qu'elle a gagné. La phrase était peut-être fausse, mais elle disait quelque chose que la Révolution voulait entendre. Elle disait que la monarchie ne comprenait plus son peuple. Elle disait que Versailles vivait dans un autre monde. Elle disait que ceux d'en haut ne voyaient plus ceux d'en bas. Elle donnait à la colère un visage, une voix, une scène. Marie-Antoinette n'a probablement jamais dit qu'il mange de la brioche, mais pendant plus de 2 siècles, la France a fait comme si elle l'avait dit, parce qu'un mensonge parfois n'a pas besoin d'être vrai pour devenir historique. Il y a une phrase que des générations d'élèves français ont entendue comme une évidence. Nos ancêtres les Gaulois. Elle paraît simple, presque innocente. Elle donne à la France une origine claire, ancienne, enracinée. Avant les rois, avant les cathédrales, avant la République, avant Paris, avant les frontières modernes, il y aurait eu ce peuple moustachu, courageux, indomptable, vivant dans des villages entourés de forêts, défiant Rome et refusant de plier. Dans cette image, les Gaulois deviennent les premiers Français, et Vercingétorix, leur dernier grand héros. Le problème, c'est que cette histoire est beaucoup moins naturelle qu'elle en a l'air. La Gaule a existé, les peuples gaulois aussi. Vercingétorix a bien mené une révolte contre Jules César au 1er siècle avant notre ère. En 52 avant Jésus-Christ, à Alésia, cette révolte se termine par une défaite et la conquête romaine impose durablement son ordre sur le territoire. Ce socle historique est réel, mais ce que la France en a fait, plusieurs siècles plus tard, est autre chose. Car les Gaulois n'étaient pas les Français au sens où on l'entend aujourd'hui. La France n'existait pas, le territoire n'était pas un État uni, avec un peuple unique et une conscience nationale. La Gaule était composée de peuples différents, de tribus, d'alliances instables, de rivalités internes. La résistance à Rome n'a pas été le soulèvement pur et unanime d'une nation déjà formée. Elle a été traversée par des divisions,
des calculs, des intérêts locaux, des fidélités changeantes. Il faut rappeler que les rivalités internes ont facilité la conquête romaine, malgré les succès de la grande révolte de Vercingétorix avant Alésia. Autrement dit, le mythe commence quand on transforme un monde fragmenté en origine nationale. Pendant longtemps, les Gaulois ne sont même pas les ancêtres privilégiés du récit français. Dans d'autres périodes, on regarde plutôt vers les Francs, vers Clovis, vers les Troyens imaginaires, vers des généalogies plus utiles aux rois et aux élites. Vercingétorix lui-même n'a pas toujours occupé la place héroïque qu'on lui connaît aujourd'hui. Sa grande revanche, symbolique, arrive bien plus tard, surtout au XIXe siècle. À ce moment-là, la France cherche à se raconter. Elle a connu la Révolution, l'Empire, les restaurations, les changements de régime. Elle doit fabriquer un récit capable de rassembler des populations très différentes, des régions aux langues, aux mémoires et aux traditions multiples. La nation moderne a besoin d'images fortes, d'ancêtres communs, de héros simples à enseigner. Et les Gaulois deviennent parfaits pour ce rôle. Ils sont anciens mais pas royaux. Héroïques mais vaincus, proches de la terre, des villages, des forêts. Ils permettent d'imaginer une France profonde, populaire, courageuse, antérieure aux dynasties et aux fractures politiques. Il donne au pays une origine presque charnelle, un peuple enraciné, fier et combatif, qui aurait déjà porté en lui quelque chose de français. C'est ainsi que nos ancêtres les Gaulois entrent dans le roman national. Pas seulement comme une erreur historique, mais comme une formulation de fabrication collective, une phrase faite pour simplifier, pour unir, pour donner à des enfants de Bretagne, de Provence, d'Alsace, d'Auvergne, de Corse, puis même des colonies françaises, le sentiment d'appartenir à la même longue histoire. L'école publique française a justement été liée à la construction d'une citoyenneté nationale et ce type de récit a servi à produire une mémoire commune. Mais cette mémoire a un prix, elle efface la complexité. Elle fait comme si la France était née naturellement d'un seul peuple, alors qu'elle est le résultat de siècles de migration, de conquête, de mélange, de romanisation, de christianisation, de royaumes, de langues régionales, de conflits, d'assimilation lente et parfois brutale. Elle transforme une mosaïque en lignée droite. Elle raconte la nation comme une évidence alors qu'elle est une construction. Et au centre de cette construction, il y a Vercingétorix. Lui aussi est réel. Chef Arverne, adversaire de César, vaincu à Alésia, emmené à Rome, gardé prisonnier plusieurs années avant d'être exécuté après le triomphe de César. Mais son image moderne dépasse largement l'homme antique. Le musée d'archéologie nationale décrit clairement la création d'une légende gauloise autour de lui. Un acteur historique élevé au rang de personnage de fiction, porteur de vertus, de sacrifices, de liberté et des aspirations d'un peuple entier. Ce qui est fascinant, c'est que sa défaite devient presque une victoire morale. Historiquement, Vercingétorix se perd. Rome gagne, la Gaule est conquise, mais dans le récit national français, cette défaite est transformée en scène de grandeur. On ne retient pas seulement l'échec militaire, on retient la noblesse du sacrifice. Le chef qui dépose les armes devant César, le vaincu qui reste digne, le peuple qui tombe, mais qui n'est pas humilié dans l'imaginaire. C'est très puissant, parce que cela permet à la France de se donner un ancêtre à la fois héroïque et tragique. Un ancêtre qui résiste à l'envahisseur, qui perd mais qui fonde une mémoire. Un ancêtre qui permet de dire, avant même d'être un royaume, avant même d'être une république, nous étions déjà un peuple qui refusait de se soumettre. Sauf que cette phrase est précisément le cœur du mensonge. Le « nous » n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore de France à défendre, pas encore de peuple français, pas de drapeau, de république, de nation au sens moderne. Il y avait des peuples gaulois, des aristocraties locales, des rivalités, des alliances, des intérêts différents. Et l'un des tours de force du roman national a été de prendre cette histoire antique et de la faire parler comme si elle annonçait déjà la France. Et c'est pour cela que le mythe des Gaulois est si important. Il n'est pas seulement une vieille erreur de manuel scolaire, il révèle quelque chose de plus profond. La manière dont un pays peut choisir ses ancêtres, la manière dont une nation moderne peut fouiller dans un passé très ancien pour y trouver des visages, des symboles, des défaites et des héros capables de justifier son existence. Et plus le récit est simple, plus il devient efficace. Un peuple, un héros, un ennemi, une bataille, une origine. C'est presque la structure parfaite d'un mythe. La vérité, elle, est moins confortable. Les Français ne descendent pas des Gaulois comme une famille descendrait d'un seul ancêtre. La France est une construction longue, mélangée, discontinue. Elle est autant romaine que gauloise, autant franque que médiévale, autant régionale que royale, autant révolutionnaire que républicaine. Elle ne vient pas d'une seule racine, mais d'un enchevêtrement de racines. Alors pourquoi ce mythe a-t-il tenu aussi longtemps? Eh bien parce qu'il était utile. Il donnait au pays une profondeur, une origine commune. Il permettait de raconter la France comme un peuple ancien, cohérent, presque éternel. Et dans une école chargée de former des citoyens, cette simplicité
avait une puissance énorme. Le mensonge n'était donc pas de dire que les Gaulois ont existé, ils ont existé. Le mensonge était de faire croire qu'ils étaient déjà nous, de transformer des peuples antiques divisés en ancêtres directs d'une nation moderne, de faire d'une défaite militaire le premier chapitre d'une identité française. Et c'est peut-être pour cela que cette phrase « Nos ancêtres les Gaulois » reste aussi célèbre, parce qu'elle n'était pas seulement une leçon d'histoire, elle était une déclaration d'appartenance. Elle disait aux enfants « Voilà d'où vous venez », même quand ce n'était pas si simple, même quand c'était beaucoup plus faux que vrai, même quand, au fond, la France ne parlait pas tant de ses ancêtres que d'elle-même. Il y a des scènes qui ressemblent tellement à des débuts qu'on finit par oublier qu'elles ont été reconstruites. Le baptême de Clovis fait partie de ces images. Dans le récit traditionnel, tout paraît clair. Un roi barbare, encore païen, entre dans une église. Autour de lui, des évêques, des guerriers francs, une foule, peut-être des cierges, peut-être l'odeur de l'encens, peut-être le froid d'un jour de Noël à Reims. L'évêque Rémy Latin, Clovis s'avance, abandonne ses anciens dieux, reçoit le baptême et avec lui, quelque chose de beaucoup plus grand semble commencer, la France chrétienne. Pendant des siècles, cette scène a été racontée comme un moment fondateur, le point de départ d'un lien presque sacré entre la monarchie française, l'Église et l'idée même de nation. Clovis devient alors plus qu'un roi franc. Il devient le premier roi chrétien de ce qui deviendra la France. Un ancêtre politique, religieux, une sorte de première pierre posée sous tout l'édifice français. Mais quand on approche l'événement, le décor se brouille, car sur le baptême de Clovis, on sait beaucoup moins de choses que le récit national ne le laisse croire. La date elle-même reste discutée. On a longtemps parlé de 496, parfois de 498, parfois d'autres dates encore jusqu'au début du VIe siècle. Le lieu, l'officiant, les circonstances précises, le nombre de guerriers baptisés avec lui, tout cela repose sur des traditions, des récits postérieurs, des reconstructions. Pour un événement présenté comme l'un des actes fondateurs de l'histoire de France, les sources directes sont étonnamment fragiles. Certains journaux ont même rappelé récemment que les sources écrites sur le baptême sont rarissimes. Le seul document proche de l'événement est une courte lettre de l'évêque Avis de Vienne, adressée à Clovis pour le féliciter de son entrée dans l'église, sans donner ni date précise, ni lieu, ni nom de l'évêque qui l'aurait baptisé. Le grand récit plus détaillé vient surtout de Grégoire de Tours, qui écrit plusieurs décennies après la mort de Clovis. Autrement dit, l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire nationale repose en partie sur du brouillard, et pourtant, ce brouillard va devenir une légende extrêmement solide. Clovis n'est pas n'importe quel roi. Il règne sur les Francs à un moment où l'ancien monde romain s'effondre en Occident, où les pouvoirs se recomposent, où les royaumes dits barbares cherchent à s'imposer sur les ruines de l'Empire. Son baptême n'est donc pas seulement une conversion personnelle, il a une portée politique considérable. En choisissant le christianisme nicéen, Clovis se distingue d'autres souverains germaniques, souvent ariens, et se rapproche des élites gallo-romaines catholiques. Il ne gagne pas seulement une religion, il gagne une légitimité, une alliance, une manière de gouverner un territoire où l'Église est déjà une puissance intellectuelle, sociale et politique majeure. Le baptême crée un pont entre le pouvoir franc et les évêques, entre la conquête militaire et l'ordre religieux. C'est là que l'événement devient décisif. Non parce qu'il aurait fondé la France d'un seul coup, comme dans une cérémonie magique, mais parce qu'il a permis de raconter après coup que le pouvoir français venait de très loin, qu'il était lié à l'Église, qu'il portait une mission, presque une vocation. La monarchie française s'est ensuite nourrie de cette image. Reims devient le lieu du sacre, les rois de France s'inscrivent dans une continuité sacrée. Le baptême de Clovis sert de matrice symbolique. Le roi français n'est pas seulement un chef politique, il appartient à une histoire bénie, ancienne, supérieure, et plus le temps passe, plus la scène se charge de sens. Clovis devient le roi par lequel la France serait entrée dans l'histoire chrétienne. Le moment où un peuple encore brutal, encore païen, aurait été intégré dans une civilisation nouvelle. Le moment où le pouvoir des armes se serait uni au pouvoir de l'autel. Le moment où une dynastie, puis une nation, auraient reçu leur origine spirituelle. Mais c'est précisément là que se cache le mensonge. La France n'existe pas encore. Pas comme nation, pas comme État, pas comme peuple conscient de lui-même. Clovis est roi des Francs, pas roi de France au sens moderne. Son monde n'est pas celui des frontières françaises, ni celui de la monarchie capétienne, ou de la République, ou de la nation. Le baptême de Clovis appartient au monde mérovingien, à la fin de l'Antiquité, à une époque de royaume instable, de conquête, de rivalité, de fidélité personnelle et de pouvoirs locaux. Le transformer en acte de naissance de la France, c'est projeter en arrière un pays qui n'existait pas encore. C'est faire parler le 5e ou le 6e siècle avec les mots des siècles suivants. C'est prendre un événement politique
et religieux réel, mais mal documenté, et lui donner la fonction d'un mythe d'origine. Et ce mythe a été d'une efficacité redoutable. Il permettait à la monarchie de s'enraciner dans le sacré. Il permettait à l'Église de lier son histoire à celle du royaume. Il permettait à la France de se présenter comme une nation chrétienne très ancienne, presque choisie. L'expression « fille aînée de l'Église » s'inscrit dans cette longue construction symbolique où le baptême de Clovis devient le point de départ d'une relation privilégiée entre le pouvoir français et le catholicisme. Ce n'est donc pas un simple détail de manuel scolaire, c'est une scène qui a servi à organiser l'imaginaire politique français pendant des siècles. Car derrière Clovis, il y a plus que lui. Il y a l'idée qu'un pays peut se donner une naissance, qu'une nation peut choisir dans son passé un moment suffisamment fort, suffisamment sacré, simple à raconter pour en faire le premier chapitre de son identité. Un roi entre dans une église, un peuple devient chrétien, une France commence. C'est beau, clair, puissant. Mais l'histoire réelle est moins nette. La conversion des Francs ne se fait pas en un instant. La christianisation est un processus long, progressif et inégal. Le pouvoir de Clovis ne se confond pas avec la France moderne. Et les sources ne permettent pas de retrouver avec certitude la scène telle qu'elle est souvent représentée. Et les significations que l'on attribue au baptême ont été amplifiées, retravaillées, instrumentalisées bien après l'événement. Le mensonge ici n'est donc pas de dire que Clovis s'est converti, il s'est converti. Le mensonge est de transformer cette conversion en acte de naissance limpide de la France, de raconter que la nation française aurait commencé dans les fonds baptismaux de Reims, comme si l'histoire avait déjà prévu la suite, comme si Clovis portait déjà en lui les rois capétiens, Jeanne d'Arc, Versailles, la République, les manuels scolaires et les cérémonies nationales. En réalité, le baptême de Clovis est moins une origine qu'un miroir. Chaque époque y a vu ce dont elle avait besoin. Les rois y ont vu une légitimité sacrée, l'Église y a vu un moment fondateur, les nationalistes y ont vu la naissance chrétienne de la France, et les historiens, eux, y voient un événement important, mais difficile à saisir, entouré de récits, de silence et de reconstruction. Et c'est ça précisément qui rend cette scène fascinante, parce qu'elle se tient à la frontière entre l'histoire et la légende, entre un fait réel et son utilisation politique, entre un roi franc qui se convertit et une nation qui, des siècles plus tard, décide d'y voir son propre commencement. La France n'est probablement pas née avec le baptême de Clovis, mais pendant très longtemps, elle a aimé le croire, parce qu'un pays comme une personne préfère parfois une belle naissance à une origine compliquée. Il y a des phrases qui semblent avoir été écrites pour entrer dans les manuels. L'État, c'est moi. Quelques mots seulement, et tout paraît résumé. Le château de Versailles, les courtisans, les dorures, le roi soleil au centre de tout. Un royaume entier tournant autour d'un seul homme. La noblesse domestiquée, les ministres obéissants, les provinces surveillées, les guerres décidées depuis le sommet, et cette idée vertigineuse. Le pouvoir, ce n'est pas une institution séparée du roi. Le pouvoir, c'est le roi lui-même. La phrase est si forte qu'elle semble presque nécessaire. Elle colle parfaitement à Louis XIV. Elle a la sécheresse d'un ordre, la grandeur d'un portrait officiel, la violence tranquille d'un régime où le souverain paraît absorber tout ce qui l'entoure. On imagine le roi très jeune, déjà sûr de lui, entrant au Parlement de Paris et rappelant aux magistrats que l'autorité ne se discute pas. On imagine une salle figée, des robes noires, des regards baissés, et ce roi qui lance comme une vérité définitive et absolue, « l'État, c'est moi ». Mais justement, cette phrase est peut-être trop parfaite, car rien ne permet d'affirmer sérieusement que Louis XIV l'ait prononcée. Larousse la présente comme un mot légendaire attribué au roi, devenu une formule commode pour résumer l'absolutisme. Autrement dit, elle appartient davantage à la légende politique qu'à la citation certaine, et pourtant elle a survécu. Parce qu'elle dit, en 4 mots, ce que des pages entières d'histoire politique peinent parfois à faire sentir. Louis XIV incarne l'un des pouvoirs monarchiques les plus impressionnants de l'histoire de France. Roi dès l'enfance, marqué par les troubles de la Fronde, il grandit avec la hantise du désordre, des révoltes nobiliaires, des parlements qui contestent, des grands du royaume qui peuvent menacer l'autorité royale. Quand il gouverne personnellement après la mort de Mazarin, il impose peu à peu une vision du pouvoir où rien ne doit échapper au centre. Et le centre, c'est lui. Versailles devient le décor matériel de cette domination. Ce n'est pas seulement un palais, c'est une machine politique. Un théâtre permanent où la noblesse vient chercher les faveurs, les honneurs, les regards du roi. Les gestes les plus quotidiens deviennent codifiés. L'approche du souverain devient un privilège. Être vu, être invité, être placé près du roi, tout cela compte. Dans ce monde, le pouvoir ne se contente pas de commander. Il attire, il organise, il fascine. Le roi
n'a pas besoin de dire « l'État c'est moi » pour que tout le château semble le murmurer. À Versailles, l'architecture parle pour lui, les jardins parlent pour lui, les miroirs, les plafonds, les cérémonies, les audiences, les levées et les couchers du roi composent une mise en scène gigantesque de l'autorité. Tout rappelle que le souverain est le point fixe autour duquel les autres gravitent. C'est aussi pour cela que la phrase a si bien fonctionné. Elle donne une voix à un système. Elle transforme une construction politique complexe en une formule brutale, presque cinématographique. Peu importe qu'elle soit apocryphe, elle est devenue la légende parfaite d'un règne qui s'est lui-même construit comme un spectacle de puissance. Mais le mensonge ne se limite pas à une citation fausse, il est plus subtil. En répétant « l'État c'est moi », on donne parfois l'impression que Louis XIV aurait été un homme seul, régnant par pur caprice, confondant totalement sa personne avec le pays. La réalité est plus organisée. Le règne de Louis XIV s'appuie sur une administration, des conseils, des intendants, des ministres, des institutions, même une fiscalité. L'absolutisme n'est pas simplement un roi qui dit « je veux », c'est un système de pouvoir qui centralise, encadre, ordonne et transforme le royaume en profondeur. Et cette nuance est importante, parce que la phrase rend Louis XIV plus simple qu'il ne l'est. Elle fabrique une silhouette presque théâtrale, un roi orgueilleux, solitaire, écrasant tout de sa volonté. Et cette silhouette correspond très bien à ce que les siècles suivants ont voulu voir dans l'Ancien Régime. Une monarchie arrogante, centralisée, coupée du peuple, destinée un jour à tomber sous le poids de sa propre démesure. En réalité, Louis XIV n'a pas seulement incarné l'absolutisme, il l'a organisé. Il a donné au pouvoir royal une visibilité, une discipline et une continuité inédites. Il a réduit l'indépendance politique de la haute noblesse, développé les instruments de l'État, renforcé la présence du pouvoir dans les provinces. Il a aussi engagé le royaume dans des guerres longues et coûteuses, imposé une pression fiscale considérable et laissé derrière lui une France prestigieuse, certes, mais épuisée. C'est ce mélange de grandeur et d'écrasement que la phrase résume trop bien. L'État c'est moi n'est peut-être pas une vérité historique, mais c'est une vérité symbolique. Elle dit ce qu'était devenu le pouvoir royal dans l'imaginaire français. Un soleil immense, brillant, splendide, mais si puissant qu'il pouvait brûler tout ce qui l'entourait. Et c'est là que cette citation apocryphe devient fascinante. Elle a remplacé la complexité par une image. Au lieu d'expliquer dans le détail les institutions, les tensions avec les parlements, les souvenirs de la fronde, la centralisation administrative, on répète seulement une phrase, juste une, qui suffit à faire apparaître tout un monde. C'est la force des grands mensonges historiques. Ils ne sont pas toujours inventés au hasard, ils survivent parce qu'ils donnent une forme simplifiée à une réalité difficile à saisir. Louis XIV n'a probablement jamais dit « l'État c'est moi », mais son règne a été raconté comme s'il l'avait dit. Et pendant des siècles, cette phrase a fini par devenir plus célèbre que bien des décisions qu'il a réellement prises, parce qu'elle donne au roi Soleil ce que l'histoire aime parfois offrir aux puissants, une réplique définitive, une phrase courte, écrasante, parfois trop belle pour être vraie, et justement, elle ne l'était probablement pas. Napoléon occupe une place étrange dans l'histoire française. Il est partout, dans les rues, les livres, les tableaux, les films, les mémoires. Son nom évoque immédiatement les grandes batailles, les uniformes, les aigles impériaux, les cartes d'Europe redessinées, les colonnes de soldats avançant dans la neige ou la poussière. Il est à la fois un personnage historique et une silhouette presque mythologique. Le petit caporal devenu empereur, l'homme qui surgit du chaos révolutionnaire pour imposer l'ordre, la loi, la gloire et la grandeur. Dans le récit national, Napoléon est souvent présenté comme un génie, un stratège incomparable, un bâtisseur, un homme qui aurait stabilisé la France après les violences de la Révolution. Celui qui donne au pays le code civil, réforme l'administration, crée ou consolide des institutions, remet l'État debout et imprime son nom dans l'histoire du monde. Et tout cela est vrai en partie. Le Code civil des Français est promulgué en 1804. Il marque profondément le droit français et son influence dépasse largement les frontières du pays. La fondation de Napoléon rappelle que Napoléon réussit là où les gouvernements précédents avaient échoué, faire adopter un code unifié, durable, appelé à devenir l'un des plus grands héritages de son règne. Mais c'est précisément parce que cette partie du récit est vraie que l'autre devient plus facile à oublier. Car Napoléon n'est pas seulement l'homme du code civil, de la méritocratie administrative, des lycées, des victoires et des institutions. Il est aussi l'homme d'un pouvoir autoritaire, d'une guerre presque permanente, d'une Europe ravagée par ses campagnes, d'une censure renforcée, d'une police politique, d'un empire personnel construit sur la conquête. Et surtout, il est l'homme qui rétablit l'esclavage dans les colonies françaises. Et ce point-là dérange. Il déchire l'image du héros moderne.
En 1794, pendant la Révolution française, l'esclavage est aboli une première fois dans les colonies françaises. C'est un moment immense, même s'il intervient dans un contexte complexe marqué par les révoltes, les guerres coloniales, Saint-Domingue, les tensions économiques et militaires. Mais 8 ans plus tard, en 1802, Bonaparte revient en arrière. Le 20 mai 1802, une loi rétablit l'esclavage et la traite dans certaines colonies françaises où ils avaient été maintenus de fait ou devaient être restaurés selon les territoires. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage rappelle que Bonaparte rétablit alors l'esclavage dans le droit français, dans un contexte où il cherche à reprendre le contrôle des colonies, notamment face aux prises de pouvoir de militaires noirs et métissés à Saint-Domingue et en Guadeloupe. Et derrière les formules administratives, il y a une réalité brutale. Des êtres humains que la Révolution avait reconnus libres sont de nouveau menacés d'être ramenés dans un système de domination, de travail forcé, de violence et de déshumanisation. En Guadeloupe, l'expédition envoyée pour rétablir l'autorité française se heurte à une résistance farouche. À Saint-Domingue, la volonté de reprendre le contrôle colonial conduit à une guerre terrible, et l'expédition française finit par échouer. De cette lutte naîtra bientôt Haïti, première république noire indépendante. Mais dans le récit napoléonien traditionnel, cette histoire reste souvent en arrière-plan. On préfère Austerlitz, le code civil, le génie militaire, la main dans le gilet, les grandes phrases sur la destinée. On préfère l'homme qui modernise la France à celui qui tente de restaurer un ordre colonial esclavagiste. Et c'est là que le mensonge devient plus subtil. Napoléon n'a pas été effacé. Au contraire, il a été tellement montré, tellement raconté, tellement célébré que certaines parties de son histoire ont été écrasées par les autres. Le problème n'est pas l'absence de mémoire, c'est la hiérarchie de cette mémoire. Dans cette hiérarchie, les batailles brisent plus que les colonies, les institutions pèsent plus que les victimes, la gloire impériale occupe plus d'espace que les corps déportés, exploités, combattants, noyés dans la violence de l'ordre colonial. Pourtant, cette face sombre n'est pas un détail, elle dit quelque chose d'essentiel sur le personnage et sur son époque. Napoléon se présente souvent comme l'héritier de la Révolution, mais il en conserve ce qui sert l'État et l'autorité, pas toujours ce qui libère. Il stabilise certains acquis, mais il en trahit d'autres. Il transforme l'élan révolutionnaire en empire. Il promet l'ordre, mais impose la guerre. Il codifie le droit, mais accepte l'inégalité coloniale la plus extrême. Même le Code civil, si souvent présenté comme son chef-d'œuvre, porte les limites de son temps. Il unifie le droit, protège la propriété, organise la société civile, mais il consacre aussi une vision très hiérarchisée de la famille, où l'autorité masculine domine largement. Là encore, l'œuvre est immense, mais elle n'est pas neutre. Elle modernise et elle enferme. Elle ordonne et elle contrôle. Napoléon est donc difficile à réduire, et c'est ce qui rend la chose très intéressante. Il n'est ni une simple caricature de tyran, ni un pur héros national. Il est un homme de génie politique et militaire, mais aussi un dirigeant autoritaire. Un héritier de la Révolution, mais aussi son fossoyeur sur certains points. Un bâtisseur d'institutions durables, mais aussi un conquérant dont les guerres ont coûté des centaines de milliers de vies. Concrètement, un symbole de grandeur française, mais aussi le nom associé au rétablissement de l'esclavage. Le mensonge ici n'est pas de dire que Napoléon a été grand, il l'a été. Le mensonge est de faire comme si sa grandeur suffisait à absorber le reste, comme si les victoires effaçaient les crimes, comme si le code civil pouvait faire oublier les chaînes, comme si l'homme qui a organisé l'État moderne pouvait être séparé de l'homme qui a voulu restaurer l'ordre colonial. Dans beaucoup de récits, Napoléon est présenté comme une énergie pure. Il avance, arrive à conquérir, réforme, domine, transforme. Mais l'histoire n'est pas seulement faite par ceux qui avancent, elle est aussi faite par ceux qui l'écrasent en chemin. Et dans l'ombre de la légende napoléonienne, il y a ces silhouettes que l'on voit moins. Les soldats envoyés mourir aux quatre coins de l'Europe, les opposants réduits au silence, les femmes enfermées dans une hiérarchie juridique renforcée, les populations colonisées dont la liberté est sacrifiée au nom de l'ordre, du commerce et de l'empire. C'est peut-être pour cela que Napoléon reste une figure aussi explosive, parce qu'il oblige la France à regarder une contradiction qu'elle préfère souvent éviter. Un même homme peut incarner à la fois la grandeur et la violence, l'ordre et l'oppression, la modernité et le retour en arrière. Il peut laisser des institutions durables et des blessures profondes. Il peut être célébré dans la pierre, étudié dans les écoles, admiré dans les musées, tout en portant une part d'ombre que son propre mythe a longtemps repoussé au second plan. Napoléon n'est donc pas un mensonge en lui-même. Le mensonge, c'est le Napoléon incomplet, le Napoléon sans esclavage, le Napoléon sans autoritarisme, sans les morts, celui réduit à la gloire, à la stratégie, à l'ordre et au génie. Car l'histoire française n'a pas seulement fabriqué des héros imaginaires, elle a parfois pris des hommes réels avec leur grandeur et leurs fautes, puis elle a choisi ce qu'elle voulait éclairer et ce qu'elle voulait laisser dans l'ombre. À la fin, tous ces mensonges racontent peut-être la même chose. Les Gaulois,
Vercingétorix, Clovis, la Bastille, Marie-Antoinette, Louis XIV, Napoléon, la France résistante. Tous ces récits semblent appartenir à des époques différentes. Certains viennent de l'Antiquité, d'autres du Moyen-Âge, de la Révolution, du XXe siècle, mais ils ont un point commun. À un moment, ils ont été simplifiés, arrangés, amplifiés, parfois déformés, pour entrer dans une grande histoire nationale. Une histoire qui ne servait pas seulement à expliquer le passé, une histoire qui servait à fabriquer des Français. Pendant longtemps, l'école de la République a été l'un des lieux où cette fabrication s'est faite le plus puissamment. Dans les salles de classe, devant les cartes murales, les tableaux noirs, les portraits de grands hommes, les enfants n'apprenaient pas seulement des dates, ils apprenaient une filiation, une manière de se situer dans le temps, une façon de croire qu'ils appartenaient tous, malgré leur région, leurs accents, leur langue familiale, leur origine sociale, à une même aventure collective. L'histoire devenait une sorte de colonne vertébrale. Elle reliait les élèves aux Gaulois, aux rois, aux chevaliers, aux révolutionnaires, aux résistants. Elle donnait l'impression que la France avançait depuis toujours vers elle-même, comme si chaque époque préparait la suivante, comme si chaque héros avait tenu sa place dans un grand récit continu depuis les forêts de la Gaule jusqu'à la République moderne. Ce récit, on l'appelle souvent le roman national. Il ne s'agit pas d'un roman au sens d'une fiction pure. Les personnages existent, les batailles ont eu lieu, les crises sont réelles, mais la manière de les assembler, de les hiérarchiser, de les éclairer, produit une histoire très particulière. Une histoire linéaire, héroïque, morale, centrée sur la nation. Une histoire où la France semble avoir une âme, un destin des ancêtres, des ennemis, des martyrs et des sauveurs. Sous la Troisième République, cette mission devient essentielle. Après la défaite contre la Prusse en 1870, après la perte de l'Alsace-Lorraine, après la Commune, le pays a besoin de se reconstruire politiquement et moralement. La République n'est pas encore évidente, elle doit s'imposer, s'enraciner et convaincre. Et l'école devient l'un de ses outils les plus puissants. Elle doit apprendre à lire, à écrire, à compter, mais aussi à aimer la patrie, à comprendre la République, à se reconnaître dans une mémoire commune. Les manuels d'Ernest Lavis joue alors un rôle immense dans cette construction. Le récit national s'appuie notamment sur ces manuels utilisés à partir de la fin du 19e siècle qui racontent l'histoire de France comme une continuité destinée à former des citoyens. Dans cette histoire scolaire, les grands personnages comptent énormément. Vercingétorix enseigne le courage face à l'envahisseur, Clovis donne une origine ancienne au royaume, Jeanne d'Arc incarne le sacrifice, la foi, la patrie menacée. Louis XIV montre la grandeur monarchique, la Révolution apporte la liberté, Napoléon ajoute l'ordre, la loi, la gloire, et la République enfin apparaît comme l'aboutissement presque naturel de cette longue marche. C'est efficace, très efficace, parce qu'un enfant retient mieux une scène qu'une nuance, un héros qu'un processus. L'école républicaine a donc raconté l'histoire avec des images fortes. Un chef gaulois qui se rend à César, un roi baptisé à Reims, un peuple prenant la Bastille. Ces images n'étaient pas toutes fausses, mais elles étaient choisies, simplifiées. Elles laissaient dans l'ombre ce qui compliquait le récit. Car fabriquer une mémoire commune, c'est aussi décider de ce qu'on met au centre et ce qu'on repousse sur les côtés. On insiste sur les héros, moins sur les vaincus oubliés. On célèbre l'unité, moins les fractures. On raconte la République, moins les violences coloniales. On parle de la résistance, moins de l'attentisme et de la collaboration. Le roman national ne fonctionne pas parce qu'il invente tout, il fonctionne parce qu'il trie. Et ce tri a des conséquences. Il crée une France lisible, presque évidente, avec un début, une progression, des figures tutélaires, une France qui peut entrer dans un manuel, puis dans une mémoire d'enfant, qui donne le sentiment d'appartenir à quelque chose de très ancien, de très grand, de presque naturel, mais la vérité historique est rarement naturelle. La France ne s'est pas construite comme une ligne droite, elle est faite de ruptures, de conquêtes, de mélanges, d'oublis, de contradictions. Elle a été monarchique, impériale, républicaine, révolutionnaire. Elle a produit des héros et des victimes, des droits universels et des exclusions, des symboles magnifiques mais aussi des violences profondes. Le problème, ce n'est donc pas d'avoir raconté une histoire commune, car tous les pays le font. Le problème commence quand cette histoire devient trop belle pour laisser entrer le doute, quand elle transforme des personnages historiques en icônes intouchables, quand elle fait passer des mythes utiles pour des évidences. C'est là que le mot mensonge prend tout son sens. Pas forcément un mensonge cynique, organisé par des hommes décidant froidement de tromper le pays, plutôt un mensonge de simplification, un mensonge de transmission, de mémoire, une manière de raconter le passé pour qu'il serve le présent. Et parfois, ce mensonge a été assumé comme une nécessité. À une époque où beaucoup d'enfants parlaient encore des langues régionales à la maison, où le sentiment national n'allait pas de soi partout, où la République devait s'imposer face aux monarchistes, à l'Église, aux nostalgies impériales, l'école devait créer du commun. Elle devait faire en sorte qu'un enfant breton, provençal, auvergnat, parisien ou alsacien puisse se sentir membre d'une même nation. Alors,
elle a donné des ancêtres, des héros, des défaites glorieuses, des victoires fondatrices, des phrases faciles à retenir, et c'est peut-être cela le plus troublant. Ces mensonges n'ont pas seulement caché la vérité, ils ont parfois permis à des millions de personnes de croire à une même histoire. Ils ont produit de l'unité, ils ont donné une langue commune au passé, ils ont concrètement fabriqué des citoyens. Mais aujourd'hui, quand on les regarde de près, ils révèlent autre chose. Ils révèlent aussi la peur d'un pays face à sa propre complexité. La peur de reconnaître que ses origines sont multiples, que ses héros sont ambigus, que ses grandes dates sont parfois plus symboliques que réelles. Au fond, l'histoire française n'est pas moins fascinante quand on retire le vernis du roman national. Elle l'est davantage, parce qu'elle cesse d'être une légende propre et linéaire, elle redevient humaine, contradictoire, parfois violente, mais parfois grandiose, honteuse aussi, pleine d'élan, de fractures de silence et de reconstruction. Et c'est ça, la reconstruction. On n'a pas besoin de croire que les Français descendent simplement des Gaulois pour comprendre la France. On n'a pas besoin d'attribuer une phrase fausse à Marie-Antoinette pour voir la violence sociale de l'ancien régime. On n'a pas besoin de prétendre que la Bastille était remplie de prisonniers pour comprendre la puissance révolutionnaire de sa chute. Au final, la vérité est plus difficile, mais elle est plus forte. Parce qu'un pays qui accepte la complexité de son histoire n'est pas un pays qui se détruit. C'est un pays qui devient adulte et qui ne cesse d'évoluer. Mesdames et messieurs, la vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses ou réappris des choses. Dites-moi en commentaire quel sujet vous a le plus intrigué, ou même si vous avez vous-même des corrections à faire. N'hésitez pas à le faire en commentaire, ce sera avec plaisir que j'irai voir ça. Si vous avez passé un bon moment, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, c'est extrêmement important. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné d'ailleurs, donc pensez-y, ça fait toujours extrêmement plaisir et je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez. Je vous mets aussi mon Instagram, encore une fois, juste ici, si vous souhaitez faire un petit tour là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé ici, marquez en commentaire brioche. Vous saurez rapidement pourquoi je pense. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!